Bonjour et bienvenue sur Panthéon. Aujourd'hui nous parlerons de Méduse et des Gorgones, mais avant ça je voudrais aborder avec vous deux projets qui devraient sortir dans les prochaines semaines. Le premier est un hors-sujet qui devrait durer 2 ou 3 minutes sur le sabbat de Lughnasadh, et le second sera un peu plus volumineux et peut-être coupé en lui-même en 2 volets. Ce sera le rapprochement que l'on peut faire entre différentes divinités et la communauté LGBT. Commençons maintenant à parler de notre sujet. Il y a beaucoup de mythes et de légendes autour des Gorgones. Leur nombre même est très variable. Certains mythes parlent d'une seule et unique Gorgone, qu'on nomme alors Gorgo. D'autres parlent de 3 sœurs, Sténo, Euryalé, qui serait immortelle, et bien sûr la plus connue, Méduse, qui elle serait mortelle. Et d'autres mythes encore parlent de tout un peuple, dont Méduse serait la reine. La forme même de Méduse et la cause de cette dernière n'est pas toujours la même, parfois hideuse, parfois sublime, née avec ses serpents, ou encore les ayant acquis suite à une punition divine. On peut aussi s'interroger sur sa nature même. Est-elle humaine ou est-elle une déesse? 2 éléments interrogent sur sa nature divine. La première est le mythe de Gorgo, créature créée par Gaïa elle-même pour soutenir les géants dans leur lutte fratricide contre les dieux. Elle est alors tuée par Athéna, qui, quel que soit le mythe, jouera toujours un rôle dans la mort de Méduse. Dans d'autres mythes, elle est la fille de Phorcys et Céto, 2 divinités liées à l'océan, et de ce fait petite fille de Gaïa et Panthos, autrement dit les divinités de la terre et de l'océan, ce qui fait d'elle une divinité primordiale. Les Gorgones possèdent des sœurs, les Grées. Elles-mêmes peuvent être 2 ou 3 selon les légendes. Elles ne possèdent qu'un seul et unique œil et une seule dent qu'elles se partagent, se les faisant passer au besoin. L'apparence la plus connue des Gorgones est leur apparence monstrueuse. Elles posséderaient des ailes d'or, des mains d'airain, une chevelure à la couleur de l'or, d'où sortiraient des serpents. Mais il est tout à fait possible que cet attribut soit uniquement lié à Méduse, de par sa punition. Elles auraient des défenses de sanglier qui sortiraient de leur bouche, laissant ainsi pendre leur langue. Leur peau serait partiellement ou totalement couverte d'écailles. Parfois, Méduse fut représentée sous la forme d'un centaure, ou encore barbu et avec un corps d'homme. Le regard de Méduse ou des 3 Gorgones, selon les mythes, transformerait les gens qu'ils croiseraient en statues de pierre ou de sel. Une des versions du mythe assez récente de Méduse l'évoque comme une belle femme séduisant les dieux par ses cheveux et son parfum. Elle était alors courtisane à l'Olympe. On voit là une des réécritures du mythe qui avait pour but de saper un peu plus le pouvoir des femmes. Un autre mythe qui a ce but est celui du peuple des Gorgones. Et il est probable que ce mythe vienne des femmes guerrières libyennes que l'on nommait justement Gorgones. Mais dans ce mythe, les Gorgones sont vaincues par les Amazones, menées par leur reine Myrina. Ces mêmes Amazones qui seront vaincues par Héraclès, mettant ainsi fin aux 2 sociétés de femmes fortes et indépendantes de la mythologie. Méduse et les Gorgones ont été des siècles durant des outils de la diabolisation du pouvoir et de la force féminine. Ils furent entre autres utilisés tels des épouvantails en Italie, quand les femmes commencèrent à prendre du pouvoir en politique. Évoquons désormais 2 légendes sur la transformation de Méduse, les 2 plus connues. Ces 2 mythes décrivent initialement Méduse comme une belle jeune femme à la chevelure d'or. Dans le premier, Méduse, imbue de sa beauté, ose prétendre qu'elle est plus belle qu'Athéna, et cette dernière, qui ne peut laisser comme tel affront, la punit en faisant apparaître dans sa chevelure qui la rendait si fière, des serpents et rendant son regard si horrible qu'il pétrifie quiconque le croise. Dans ce mythe, il arrive même que ce soit Athéna elle-même qui demande à Persée de tuer Méduse. Le second mythe, à qui l'on doit énormément de la lecture actuelle de Méduse, est celui qui raconte qu'elle aurait été pourchassée par Poséidon, qui s'en serait épris à cause de ses cheveux d'or, et où elle se réfugie dans le temple d'Athéna pour y trouver protection. Ce qui n'arrête pas Poséidon, qui la viole dans le temple sous une forme chevaline ou humaine, et à défaut de l'avoir protégée, Athéna la punira pour l'offense d'avoir osé copuler dans son temple, la rendant ainsi hideuse. Ce mythe transformera dès le XIXe siècle Méduse comme le symbole de la justice biaisée, la victime que l'on punit à la place de son bourreau. Exactement comme aujourd'hui, on demande à une victime qu'est-ce qu'elle portait lors de son agression, lui faisant un procès d'intention et finalement déculpabilisant son agresseur. Nous connaissons toutefois surtout Méduse pour sa mort, bien loin de celle que l'on nous voit dans les péplums. De façon simplifiée, Persée est le fils de Danaé, dont s'était pris Polydecte, le roi de l'île de Sériphos. Afin de pouvoir épouser la mère, il doit éloigner le fils. Soit, selon les versions, il lui tend un piège, soit alors Persée Fontaronne
et se piège tout seul. Mais le résultat est que Persée doit ramener la tête de Méduse à Polydectes, sans quoi il épousera sa mère. Après le viol, voici le mariage forcé. Hermès et Athéna viennent alors en aide à Persée, qui s'en ira malmener les Grées, leur volant leur œil pour les contraindre à trahir leur sœur, lui disant comment soit la tuer, soit trouver les nymphes qu'elle l'équipe dans sa tâche. Dans certains mythes, il leur rend leur œil, alors que dans d'autres, il s'en va le jeter dans le lac Triton. Une fois chez les nymphes, il leur lui est donné des sandales lui permettant de voler pour s'enfuir, le casque d'Hadès qui puisse se rendre invisible et approcher les Gorgones, et enfin une besace capable de transporter la tête de Méduse. Il apprendra d'Athéna à regarder à l'intérieur de son bouclier, dans le reflet qui s'y trouve, pour pouvoir se déplacer dans la grotte. Il attaquera les Gorgones alors qu'elles dorment, en portant le casque qui le rend invisible. Athéna guidera alors son bras pour qu'il décapite Méduse sans avoir à la regarder, et donc sans risque pour lui. Du puiste décapité naîtront le fruit de son union avec Poséidon, Pégase le cheval ailé, et un géant tenant une épée d'or, Chrysaor. Persée prend alors la fuite, la tête de Méduse dans sa besace, et est pourchassé par les 2 Gorgones restantes. Il rencontre alors le titan Atlas qui lui refuse l'hospitalité pour la nuit. Et fou de rage, Persée utilisera la tête de Méduse qui n'a rien perdu de son pouvoir pour le pétrifier sur place. Il utilisera aussi la tête de Méduse pour pétrifier le monstre à qui Andromède devait être sacrifié et l'oncle de cette dernière qui refuse leur union puisqu'elle lui était promise. Il finira par pétrifier Polydectes et toute son armée, ce dernier continuant de pourchasser sa mère. Il offrira la tête de Méduse à Athéna, qui la fixera sur son bouclier pour semer la terreur chez ses adversaires. Et il rendra enfin les objets aux nymphes. Un autre mythe croise celui de Méduse, celui d'Asclépios. Athéna lui offre du sang prélevé des 2 côtés du cou de Méduse. Le sang issu du côté gauche est un puissant poison, et de celui issu du côté droit, il tirera une potion capable de ressusciter les morts. Zeus le foudroiera pour ça, afin qu'il ne bouleverse pas les lois de l'univers. On peut aujourd'hui le voir dans la constellation du Serpentaire, pour le bien qu'il a apporté aux hommes. Le mythe de Méduse peut être perçu comme un conte initiatique. Il nous parle de la puissance du féminin, du rapport que l'on peut avoir avec le monstrueux, et enfin, du pouvoir du regard. La représentation de la tête de Méduse, que l'on nomme Gorgonéion, est un puissant talisman. Athéna comme Achille le portent sur leur bouclier pour instaurer la terreur chez leurs adversaires, mais on peut aussi le poser sur sa porte pour se protéger du mauvais œil. Méduse est une divinité ou un personnage mythologique qui joue énormément sur l'ambiguïté, par sa nature déjà, mais aussi le côté beauté et horrible, l'humain et la bête, la vie et la mort, puisque même coupée, sa tête continue de garder son pouvoir, pétrifiant les gens. Sur l'homme et la femme, puisqu'elle peut être représentée barbue et avec un pénis, mais qu'elle donne la vie, Méduse joue sur les cordes sensibles de l'être humain, l'ambiguïté, et est une des figures mythologiques les plus simples à transposer à chaque période de l'histoire. Sans doute la raison pour laquelle elle fut tant exploitée par les artistes des différentes périodes de l'histoire. Elle fut longtemps utilisée pour représenter la femme fatale et démoniser le pouvoir et le charme des femmes. Mais dès le XIXe siècle, c'est pour son côté victime, condamnée à la place de son bourreau qu'elle sera utilisée. On peut voir de nombreuses représentations de Méduse dans l'art, mais aussi dans des médias un peu plus actuels, tels que des films, Le choc des titans et Percy Jackson par exemple, mais aussi dans des jeux vidéo, God of War et Castlevania 2, ou encore dans un manga. On retrouve les 3 Gorgones dans le manga One Piece, avec Boa Hancock, Boa Sandersonia et enfin Boa Marigold. Mais aussi dans un dessin animé pour enfants, Monster High, où on a le personnage de Deuce qui est censé être son fils. Et avec lui, on renoue avec l'idée qu'elle n'essaye pas de nuire volontairement aux gens. Elle les transforme finalement contre sa volonté. Un téléfilm joue aussi sur ce développement de Méduse, Le voyage de la licorne, qui est de tous, je pense, mon adaptation préférée de Méduse. Même si elle est très mauvaise pour ce qui est du Minotaure. En espérant vous avoir fait voyager et vous retrouver au prochain épisode, je vous remercie de votre attention.